Bonsoir à tous et bienvenue dans Bémol, les secrets de la musique. Vous êtes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie. Je suis heureuse de vous retrouver ce dimanche comme tous les autres dimanches. On passe 1 heure ensemble de 20h30 à 21h30. On décrypte les dessous de la musique. Et ce soir, on met à l'honneur un métier de l'ombre, le métier de musicothérapeute grâce à notre invitée Céline Fleuriot-Château. Bonsoir Céline. Bonsoir Elodie. Ça va bien ? Très bien, merci. Et vous pouvez aussi nous suivre sur twitch.tv/IRM Radio. Vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur le Instagram IRM.radio ou par SMS au 07 71 59 62 68. On posera quelques-unes de vos questions si vous le voulez à notre invité. Alors Céline, tu es musicienne, Oui, formatrice, musicothérapeute depuis 13 ans. exactement. Alors, musicothérapie. Alors, j'avais envie de vous proposer une définition. Il existe beaucoup de définitions de la musicothérapie dans les ouvrages. J'avais envie de choisir ce soir une définition proposée par un Américain qui s'appelle Kenneth Brucia, extraite d'un ouvrage qui s'appelle Defining Music Therapy. Voilà, parce que complète. Donc cette définition, c'est la musicothérapie est un processus au sein duquel le thérapeute aide le patient à optimiser sa santé, utilisant les différentes facettes de l'expérience musicale construite à travers elle comme un élan au changement. Alors cette définition, je la trouve vraiment très intéressante parce qu'elle prend vraiment des notions clés. La première, c'est la notion de thérapie et de thérapeute. Voilà. Dans musicothérapie, il y a le terme de thérapie. Ça veut dire que nous proposons un accompagnement dans un processus, tel que c'est définition, et un processus de changement. Donc, ensuite, je trouve que dans cette définition, l'autre chose qui est intéressante, c'est les différentes facettes de l'expérience musicale. Parce qu'en musicothérapie, ne travaillons pas qu'avec la musique, contrairement à ce que le terme pourrait suggérer. L'expérience musicale, elle est faite de plein de choses, notamment de sons, de bruit, de silence par exemple. Et dans notre métier où on travaille avec des pathologies très lourdes, bien souvent nous ne travaillons qu'avec du bruit pour démarrer, en tout cas. Voilà, donc ça c'était vraiment 2 points clés. Et ensuite il est question de relation. Et ça, la relation, le lien, vraiment une chose qui me tient à cœur par rapport à notre métier. La relation comme vraiment un vecteur, parce que ce soit dans la relation à l'environnement, dans la relation à nous-mêmes, dans la relation aux autres, dans la relation au monde, eh bien, il est toujours question de sonore. Voilà, le son est partout dans nos vies, quelle que soit notre façon d'être. Donc je trouvais voilà, que c'était vraiment un point clé. Oui, c'est vrai que toute la journée, on est entouré du réveil le matin au soir avant de se coucher à des bruits, Oui. même si on n'écoute pas forcément de la musique. Donc on reviendra sur ces différents éléments de la définition, je pense, au fur et à mesure de l'émission. Tu pourras nous donner des exemples concrets et en Bien parler sûr. un petit peu plus précisément. Mais avant ça, je voudrais que tu nous racontes comment tu es devenue musicothérapeute. Je crois savoir que avant tu ne faisais pas du tout ça. Non, mais en revanche, j'ai toujours fait de la musique et la musique a toujours été vraiment une grande passion dans ma vie. Je crois qu'à certains moments, elle m'a vraiment sauvé la vie et ça a vraiment été une chouette compagne de route, la musique en tout cas. Donc moi j'ai commencé mon parcours musical par la flûte traversière, un parcours classique au conservatoire. Et puis, comme beaucoup de musiciens, quand on termine notre cursus en conservatoire, après on ne sait pas trop quoi faire, on n'est pas assez fort pour être des musiciens professionnels. Et puis après, il est très compliqué de trouver un peu notre compte, je dirais, dans d'autres écoles. Donc on est beaucoup dans ce cas-là, à être très habité par la musique, mais à pas trop savoir quoi faire. Donc à 20 ans, je me suis retrouvée à faire des études de commerce, tout en continuant la musique, en jouant dans des petits groupes, en faisant du jazz, en allant énormément voir de concerts.
Et puis, donc, j'ai commencé à travailler dans une carrière commerciale pour finalement être chef produit marketing dans des papiers de création. Donc, c'était un métier assez valorisant. Euh, voilà, j'ai traversé une crise existentielle et vraiment, je me suis rendu compte que je m'ennuyais. J'avais une petite trentaine d'années à ce moment-là. Ça faisait 10 ans que je travaillais dans le monde de l'entreprise. Et vraiment, je me rendais compte que j'étais dans un mode de vie qui ne me convenait pas et que j'avais besoin de mettre la musique au cœur de mon métier. Ça t'est venu comme ça un matin ou ça a été progressif? C'est venu petit à petit plutôt? Non, en fait, comment dire, j'ai commencé une thérapie, moi, de façon à titre personnel, et j'ai tout un univers qui m'enrichissait, et je voyais à quel point ça pouvait vraiment changer la vie des gens, changer notre regard sur notre vécu, notre regard sur le monde, et ça m'intéressait énormément. Mais je travaillais voilà, dans cette entreprise. Je savais que je voulais partir, mais c'était pas très clair ce que je voulais faire. Il y a eu un plan social et j'ai demandé à en faire. Et puis ben, là, au fil de mon parcours d'accompagnement de ce plan social, j'ai rencontré une personne qui faisait partie de l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres, dont la fille était danse-thérapeute et qui m'a accompagnée sur ce cursus de musicothérapie. Et voilà, et ce mot a commencé vraiment à cheminer pour moi. Parce que tu ne le connaissais pas avant. Non, je connaissais pas vraiment. J'ai postulé au master, premier master, voilà, de sciences de l'éducation, option musicothérapie, donc premier master qui se montait. J'ai postulé là, à vrai dire, je n'avais lu aucun livre de musicothérapie, voilà, mais ça me parlait bien en tout cas. Non, voilà. Donc tu te lances dans de nouvelles études à 30 ans. Oui. Et là, voilà, tu prends ce virage et tu fais combien d'ans d'études? Alors, je fais 2 années d'études en formation continue. Bon, j'avais mes 2 années de chômage, voilà, avec le Pôle emploi. Oui. Bon, la partie qui a été assez touchy, si je peux dire, c'est que ben, à la fin, au moment de l'obtention du diplôme, j'étais en fin de droit de chômage. Voilà. Ah oui, donc il a fallu que tu commences tout de suite à travailler. Donc tu t'es installée à ton compte ou tu as travaillé pour des structures existantes? Alors, l'un n'est pas incompatible avec l'autre dans notre domaine, c'est-à-dire qu'on est souvent sollicité comme intervenant extérieur. J'aime pas trop cette appellation. En définitive, en fac, voilà, on peut être embauché sous forme de contrat en salariat, mais on peut aussi intervenir dans les établissements au titre d'auto-entrepreneur. Voilà. Donc par exemple dans des... Non, alors oui, ça peut être le cas, mais les établissements scolaires, c'est un peu particulier parce qu'il faut faire partie de l'éducation nationale pour vraiment être partie intégrante et proposer des choses en musicothérapie. C'est pas évident de rentrer dans ce genre de structure. Voilà. Mais plutôt le milieu institutionnel, le milieu hospitalier, etc. Voilà, mais comme je trouvais pas, j'ai trouvé du travail au fur et à mesure. Auparavant, j'ai fait de la relance téléphonique, j'ai fait hôtesse dans l'événementiel. Et puis, au fur et à mesure que je trouvais du travail en musicothérapie, j'ai pu combler comme ça mon emploi du temps jusqu'à travailler à plein temps. Voilà. Ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, exactement. Et ça vient d'où la musicothérapie? Est-ce que c'est français, étranger? Alors, tout ça en même temps, si on peut retracer un historique français, voilà, la musicothérapie s'est développée dans la fin des années 70, mais on peut dire aussi qu'elle s'est développée au début du XXe siècle en lien avec les institutions psychiatriques, voilà, où on voyait
pense, des fous, entre guillemets, des aliénés pour l'art et que ça leur faisait du bien. Bon. Après, il y a eu tout le développement de la psychanalyse entre, et dans les années 70, donc les porteurs de la musicothérapie sont Jacques Jost, Édith Lecourt, pour ne citer que, voilà, qui ont commencé à créer des premiers dispositifs de... Mais c'est quand même assez récent. Enfin, de ce qu'on connaît, Oui, ouais, ça date ouais. du XXe siècle. Mm. Est-ce que c'est reconnu comme une médecine, enfin, je sais pas comment dire ça, mais est-ce que c'est reconnu par exemple, la mutuelle? Est-ce qu'on peut avoir une prise en charge si on fait une séance de musicothérapie? Alors, pour certaines mutuelles, oui, ça commence à être pris en charge, mais c'est 4 séances par an. En revanche, en ce qui concerne l'autisme et les enfants autistes, il est possible, à certaines conditions évidemment, de constituer un dossier pour la MDPH, donc la maison de la personne handicapée. Parce que dans les recommandations de bonnes pratiques éditées par la Haute Autorité, il est reconnu que la musique peut faire du bien aux enfants autistes, voilà, dans la prise en charge. Donc si on peut faire un devis et ça peut être pris en charge financièrement. Ouais. Donc, tu parles donc de l'autisme. Est-ce que la musicothérapie cible un public particulier ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que moi je peux venir demain faire une séance de musicothérapie? Alors oui, tu peux venir, bien sûr, je t'accueillerai avec plaisir. Hem, oui, la musicothérapie s'adresse à tout le monde, toute personne, ayant une problématique, ayant envie de travailler sur un nœud qui l'habite, étant en demande d'aide, en gros étant en demande d'une thérapie, peut venir voir un musicothérapeute. L'intérêt de la musicothérapie, c'est que c'est une approche qui est non verbale. Voilà, donc c'est une approche complète qui peut vraiment cerner toutes les réalités de l'individu, parce qu'elle ne se limite pas à la parole. Toutefois, aujourd'hui, la musicothérapie se développe plus dans certains champs que d'autres. Par exemple, dans les maisons de retraite, auprès des personnes Alzheimer, dans le polyhandicap, sont vraiment des secteurs clés de déploiement de notre métier aujourd'hui. Oui, parce que là, c'est vraiment des personnes qui en ont besoin foncièrement et un besoin presque existentiel. Alors, qui n'a pas besoin de façon Oui, existentielle parce que on a tous un lien avec les sons, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, en tout cas, oui, il y a quelque chose de crucial, il y a quelque chose de vital, et surtout auprès de personnes dont on a l'impression qu'elles sont coupées ou qu'elles ont tout perdu, qu'elles ne retrouvent rien. La musique peut vraiment, ou le son hein, peut vraiment réactiver, même au niveau physiologique, une mémoire, une trace corporelle. Voilà, c'est comme ça qu'on peut voir chez des personnes Alzheimer qui semblent avoir le regard, par exemple, perdu dans le vide. On leur passe une musique un peu rythmée, puis d'un seul coup, on voit un doigt qui s'agite et qui tape un tempo, par exemple. Hein. Ça doit être beau à voir quand même. Oui, tout à fait. Et au niveau de... Donc, si on veut prendre rendez-vous avec toi, par exemple, on peut te trouver sur Internet Oui, alors j'ai créé mon site internet que je dois mettre à jour, mais vous avez toutes les informations importantes en tout cas. Il y a mon numéro de téléphone, et puis il y a surtout, c'est ça qui est compliqué d'ailleurs quand on fabrique, quand on crée son propre site, d'essayer de mettre un peu un supplément d'âme pour Oui. que les gens puissent percevoir qui on est, qu'est-ce qui nous habite et c'est quoi notre, voilà, nos valeurs d'accompagnement. Supplément d'âme que j'ai trouvé sur ton site, puisque c'est grâce à ça que je t'ai contacté et grâce au petit discours, enfin petites notes que tu avais écrit dessus. Okay, donc je vous invite à visiter le site de Céline. Alors comment il s'appelle? www.musicosante, musicosante.fr. Et puis quand on mettra en ligne le replay de l'émission, on merci notera beaucoup. l'adresse de ton site internet. Ça coûte cher la musicothérapie?
Ça coûte cher. Pour une personne qui Oui. veut venir me voir, alors ça dépend ce que tu appelles. Euh, En moyenne, une séance avec des enfants est entre 45 et 50 euros. Après, les prix qui sont pratiqués avec les adultes sont les équivalents de ce qui se pratique pour une psychothérapie classique. D'accord. Et toi, dans quel lieu tu exerces aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je travaille en tant que contractuelle à 40% dans un institut médico-éducatif dédié notamment à la prise en charge précoce de tout petits âgés de 3 à 6 ans, mais aussi qui accueille des enfants et des jeunes âgés de 4 à 20 ans qui présentent, alors ça peut être psychose infantile, trisomie 21, maladies rares liées à la naissance, polyhandicap, ce qu'on appelle enfin voilà, différentes pathologies qui engendrent des troubles de l'attention et du développement voilà, chez ces enfants et ces jeunes. D'accord. Donc tu travailles plutôt avec des enfants. Alors, pour les 2 premiers jours, oui. D'accord. Ensuite, l'autre institution où je travaille, c'est dans une maison d'accueil spécialisée qui accueille des personnes touchées par la sclérose en plaques ou qui ont eu des AVC. Donc là, plutôt population adulte. Et le reste de mon temps, je le dédie à la formation, je le dédie à l'accompagnement en libéral, en cabinet. Oui, justement, j'ai vu sur ton site que tu proposais des formations. Comment ça se présente? C'est des journées entières? Oui, alors moi je les propose pas en propre parce que j'estime que actuellement en France, enfin dans le paysage suffisamment de formation d'art-thérapie, de musicothérapie, donc je ne vois aucun intérêt. Mais par contre, je travaille donc pour l'université, pour d'autres organismes, voilà, et qui me sollicitent sur des thématiques bien spécifiques. Ça peut être construire, pour les futurs musicothérapeutes, de construire un projet professionnel, de les sensibiliser à des approches particulières, à des publics particuliers. Ok. Et toi, donc tu nous as dit tout à l'heure que tu avais un parcours de musicienne, plutôt Exactement. musique classique au départ, conservatoire. Aujourd'hui, tu écoutes quoi comme type de musique? Ah, aujourd'hui, j'écoute quoi comme type de musique? Un peu de tout. Alors bon, mon coup de cœur du moment, c'est Pomme. Voilà, avec les failles, c'est vraiment remarquable, avec des textes. Voilà, je suis très jalouse. Elle est très jeune, Pomme. Elle écrit super bien. J'aime bien ces petites touches électro qu'elle met. Voilà. J'adore Billie Eilish aussi, mais j'écoute plein de choses, du jazz, de la musique électro. Amélie Les Crayons, Ok. voilà. Là, tu as choisi de nous faire écouter un morceau qui s'appelle Naré Naré, Oui, c'est ça? oui. De Levon Minassian. De l'Evon Minassian, en fait, c'est du doudouk arménien, hein. Donc c'est de la flûte arménienne. Puis on en parle juste après. Super.
Alors Céline, Oui, je suis tout oui. on vient d'écouter donc Naré Naré. Est-ce que cette musique, c'est une musique avec laquelle tu travailles? Oui, c'est une musique avec laquelle autant je n'aime pas, comment dire, dire il y a des musiques qui marchent, voilà, qui vont systématiquement avoir un effet positif sur les personnes. Mais en tout cas, cette musique-là en particulier suscite beaucoup de réactions. Voilà. Et puis, je la trouve intéressante parce que imaginaire, voilà. En général, je demande quel titre vous voudriez mettre sur cette chanson quand je la passe, parce que je ne donne pas le titre. Et des fois, avec un titre, on dit beaucoup plus de choses que de... Voilà, c'est une musique que je trouve très intéressante. Donc c'est donc du doudouk arménien. Alors le doudouk arménien, il faut savoir que ça s'apprend pas au conservatoire. C'est un instrument qui se transmet de maître à disciple. Voilà, donc Wow. c'est comme la flûte bansouris. Voilà, c'est un instrument qui a une aura, je trouve, et qui se transmet bien là, dans ce qu'on peut entendre. C'est vrai que c'est assez apaisant Oui. comme son, je trouve. Les musiques que tu proposes à tes... Alors, est-ce qu'on peut les appeler passions? Peut-être pas. Non, moi Non. j'appelle pas patient, mais certains de mes collègues utilisent ce terme. J'accompagne, voilà. D'accord. Alors ça fait à rallonge, hein, je suis désolée, mais C'est pas grave. Non, non, mais il faut utiliser les bons termes. Donc, les personnes que tu accompagnes, tu leur proposes des musiques en fonction de leurs problématiques? non, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment sujet à débat dans notre profession. Moi, les musiques que j'amène, je les amène avec toute ma subjectivité. Pourquoi? Pas parce que il y a un musicothérapeute qui s'appelle Benenson qui a développé le concept d'ISO, d'identité sonore. Ça part du postulat qu'on a tous une identité sonore et qu'on s'est tous construits avec une identité sonore différente. Voilà. Donc on a tous un vécu subjectif par rapport à la musique. Bon. Par exemple, il y a des gens, alors je vais prendre des exemples extrêmes, il y a des gens qui adoraient le violon, à qui on a demandé de jouer du violon dans les camps de concentration pour accompagner des personnes aux chambres à gaz, faut plus leur faire entendre du violon. Pourtant, il y a des morceaux de violon qui peuvent susciter l'unanimité, mais voilà, en fonction de ce vécu, ces personnes-là ont un... même par rapport au bruit. Ici en France, par exemple, quand on accouche et qu'on a un bébé, on veut vraiment lui apporter tout le confort, vraiment le silence. Pour peu qu'il y ait des invités qui parlent un tout petit peu fort, on dit «Oh, chut, tu vas réveiller le bébé, c'est pas possible». Et alors, par exemple, moi, je suis allée à Madagascar il y a quelques années de cela et c'était pas du tout la même chose, quoi. Les bébés, ils baignent d'entrée de jeu très riche et de ce fait, il y a une identité sonore différente qui va se construire en fonction de notre contexte, en fonction de nos origines. Et par rapport à ça, on va être beaucoup plus sensible à certains types de musique que d'autres. Donc, Voilà. notre sensibilité auditive est culturelle. Elle est sociale, elle est culturelle, elle est contextuelle, elle est originelle, enfin, Elle est unique aussi, donc. oui, 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 voilà. Elle est singulière dans tous les cas. C'est vrai qu'il y a quelques années, ça me rappelle une anecdote. J'avais un stagiaire qui voulait choisir des écoutes à faire écouter, enfin voilà, aux personnes qui venaient. Quand je travaillais au centre hospitalier Sainte-Anne avec des personnes touchées par des troubles du comportement alimentaire. Et ce stagiaire s'est montré très déçu. Il avait passé toutes ses musiques préférées. Et il y avait des personnes en face de lui. Alors il disait alors J'étais là, oui, enfin moi j'ai pas trop aimé. Voilà, donc il faut faire attention ce genre de choses où on peut penser que telle musique va faire du bien parce qu'elle nous fait du bien, alors qu'en fait non. Alors maintenant, si vous ouvrez un ouvrage de musicothérapie, on va vous tenir peut-être un autre langage en vous disant, bah voilà, il y a des musiques qui peuvent susciter telle réaction. Moi, j'avoue que j'ai du mal à m'y retrouver, notamment dans le bilan
qui a été développée par Jacqueline Verdeau-Payès, qui a vraiment été une des porteuses de la musicothérapie en France. Elle décrivait la marche des esclaves Nabucco de Verdi comme une musique intimiste, alors que c'est quand même une musique qui est fréquemment utilisée à titre contestataire, par exemple à la Scala en Italie, où tout le monde va aller scander cette chanson pour dire son désaccord sur les coupes budgétaires et culturelles. Voilà. Donc on aura beau faire des études, on aura beau dire telle musique est supposée faire créer telle chose, c'est pas forcément vrai, quoi. Oui, c'est très subjectif, mais un processus pour choisir les musiques que tu vas proposer. Oui, je rentre pas direct dans des musiques que personne ne connaît ou dont je peux présupposer que quand même ça va susciter un certain inconfort. Donc souvent, je m'intéresse à l'actualité musicale, qu'est-ce qui vient de sortir, à un artiste que tout le monde connaît un peu et ça permet déjà de mettre les gens à l'aise en disant bah, tiens, on connaît tous cet artiste, voilà ce qui vient de sortir, on s'intéresse un peu à son vécu, à son parcours et voilà, ça permet de s'installer tranquillement. Ça peut être tout style de musique? Oui, mais je vais pas passer du Deep Purple et du AC/DC d'entrée pour commencer. Enfin voilà, je vais faire un peu attention, même si ça m'empêche pas d'utiliser ces musiques par ailleurs. Voilà, je n'ai aucune restriction. Et à la fin, j'aime bien que ce soit quelqu'un qui propose une musique. La musique, ça touche un intime. Et j'aime bien que les personnes proposent des musiques. Voilà, au sein du groupe, je travaillais avec des personnes qui étaient touchées par la phobie sociale, qui étaient très isolées socialement. Voilà, de leur dire la semaine prochaine, c'est vous qui allez proposer une écoute, peut favoriser un étayage vers l'extérieur et faire la démarche de proposer aux autres, et c'est pas rien. Oui. Tu parlais tout à l'heure, tout au début de l'émission, de la définition de la musicothérapie et tu travaillais aussi sur des bruits. Oui. Alors, est-ce que c'est lié à la vibration sonore, par exemple est-ce que c'est lié voilà, au son, à ce genre de choses qu'est-ce qui fait que tu utilises ces bruits? Alors moi, j'utilise les bruits parce que tout simplement, c'est la matière qui m'est amenée par les personnes que j'accueille. D'accord. Voilà, c'est-à-dire des psychologies qui sont très lourdes. Mais souvent, moi, pendant quelques années, là, j'ai eu un enfant, par exemple, qui criait, mais qui poussait vraiment des cris très, très stridents. Ils amènent pas la petite chanson ou la petite comptine, voilà. Ils vont répéter des choses en écholalie, ça va tourner en boucle, va y avoir des claquements de bouche, peut y avoir des grincements de dents, peut y avoir des claquements de langue, espèce de toute une sorte de bruit en fait, voilà. Alors, est-ce que c'est de la vibration? Bah oui, parce que chez ces gens-là, il n'y a pas de filtre en fait, hein, donc ils vibrent de ça. Donc, il faut vraiment partir de ce quoi la personne vibre dans sa réalité. Donc, tout l'enjeu de notre métier, c'est de ne pas tenter de mettre de la musique tout de suite et d'accueillir ce que j'appelle le chaos sonore de la personne et de voir comment on peut détricoter ça, comment on peut tisser autre chose et comment on peut le remettre dans de la musique, mais au fur et à mesure. Ça ne se fait pas en une séance, hein. Il y a des fois, ça prend des années, ou comment toute cette matière sonore peut être sujette au jeu, par exemple, hein, voilà, à des jeux de questions-réponses. Une personne Alzheimer, moi, ce que je trouve aussi passionnant, c'est que quand on écoute bien, toute sa réalité sonore, elle amène un matériel incroyable. Voilà. Et c'était passionnant. Donc, tu t'appuies dans un premier temps là-dessus avant de partir. Et chanter aussi les personnes que tu accompagnes? Oui, ça peut m'arriver de les faire chanter, d'utiliser la voix, mais ce n'est pas quelque chose qui est systématique. Mon métier, c'est d'abord d'accueillir la réalité de la personne telle qu'elle est.
Et attention, parce que dans les thérapies aujourd'hui, on pense beaucoup aux résultats, on pense beaucoup à la guérison, on pense beaucoup à la performance, et on va un peu vite en besogne, voilà. Et la réalité de la personne, la souffrance de la personne, si elle est bien écoutée, c'est ça qui permet en fait d'accompagner et dans le processus de changement, quoi. La souffrance, elle n'est pas bonne si elle n'est pas écoutée à bon escient. Enfin, c'est valable pour chacun d'entre nous, finalement, hein. Donc attention, parce qu'en musicothérapie, souvent, voilà, on veut faire des accords de guitare, on veut tout de suite jouer au djembé, mais les personnes qu'on accueille, elles ne sont pas là. Voilà, c'est pas leur réalité du moment. Ouais, faut d'abord que tu poses entre guillemets un regard, une écoute sur leur souffrance avant de pouvoir travailler et améliorer la situation. Oui, et se faire l'écho aussi de ça. C'est-à-dire vraiment apporter un écho sonore à un cri, parce que sinon le cri il se perd et il n'y a rien de plus abyssal que ça, hein. Mais même des aboiements, enfin je veux dire des aboiements quand on n'arrête pas de râler, j'en sais rien, enfin voilà. Tu disais que c'était fondé aussi sur le non-verbal. Oui. Est-ce à dire que tu ne parles pas du tout pendant une séance ? Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver de ne pas parler pendant une séance, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai comme exemple ? Il y avait un jeune, par exemple, on ne savait pas vraiment ce qui générait. Pourtant, il parle, hein, voilà, un jeune autiste qui parle, qui s'exprime très bien. Mais qu'on avait conditionné pour finalement faire tout ce que les adultes demandaient, quoi. Et finalement, où était son désir à lui, on ne le savait pas. Et donc, moi, j'avais vidé, pour travailler avec lui, j'avais vidé ma salle de tous les instruments. Il savait que les instruments se trouvaient dans mon armoire, et donc il s'asseyait en face de moi, et je ne disais rien, et je ne faisais rien. Et j'attendais que justement il me pose la question ou qu'il fasse la démarche de se lever pour aller choisir lui-même les instruments. Et il a fini par le faire ? Oui, il a fini, mais pas tout de suite. Et donc c'est ça qui est compliqué, c'est que on peut passer 10 séances à accueillir le silence de la personne. Alors après, il y a plein de types de silence, mais c'est vrai qu'il faut être prêt à ça, parce que ça peut vite aussi nous renvoyer, nous, à un espèce de vide qui n'est pas forcément confortable. Voilà. Une personne aussi qui va envahir tout l'atelier en n'arrêtant pas de verbaliser tout le temps, moi, au bout d'un moment, je vais me taire, quoi. Comme la maîtresse de classe, quand elle trouve qu'il y a trop de bruit dans sa classe, au bout d'un moment, elle se tait. Et finalement, les gens finissent par réagir. Et donc là, récemment, j'avais une jeune femme très attachante qui relève du polyhandicap, qui n'arrêtait pas de parler. Qu'est-ce qu'on va manger à midi à la cantine et qu'est-ce qu'on va manger, tout ça. Et j'ai fini par ne pas répondre et c'était très touchant parce que au bout d'un certain temps, elle me regardait et elle m'a dit « Est-ce que tu es fatiguée, Céline ?» Et alors ça, c'était vraiment bonus parce que ça veut dire qu'elle a arrêté d'être centrée sur elle et de tout tourner en boucle, enfin voilà, cette histoire de cantine, pour enfin dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» se tourner vers moi, s'inquiéter de moi et de savoir comment j'allais. Donc le silence aussi peut faire réfléchir sur ses actes, sur nous-mêmes. Et finalement, oui, ça fait partie de la thérapie que tu proposes. Oui, exactement, parce que le silence, c'est aussi un élément structurant de la relation à l'autre, voilà, aussi bien que les mots, aussi bien que la musique des mots. Après, voilà, qu'est-ce qui est silence? Le vrai silence, existe-t-il vraiment? Enfin voilà, tout ça, c'est un autre débat. Pour revenir sur tes différentes expériences, quelqu'un a voulu te poser une question. Oui. Donc on va l'écouter et puis tu nous répondras juste après. Restez bien avec nous, vous êtes toujours sur IRM.radio. Bonsoir Céline. Si je te dis en 1, une visite à la Cité de la musique, en 2, les ateliers d'éveil musical à la Philharmonie de Paris, ai-je besoin de rajouter en 3, l'atelier de vie? Est-ce que tu l'as reconnue, Céline? Oui, bien sûr. Qui est-ce? C'est donc une personne qui s'appelle Alexandra, que je salue si elle nous écoute, à qui je dois vraiment quelque chose de fondamental, qui est donc avec un atelier qui s'appelle l'atelier de vie, de m'avoir fait découvrir les ateliers d'éveil musical qui se déroulent donc à la Philharmonie de Paris, à destination de personnes en situation de polyhandicap.
Et donc, depuis qu'elle m'a fait découvrir cela, donc ça fait 3 ou 4 ans, tous les ans, on accompagne donc les jeunes aux ateliers. Et il s'y passe des choses absolument fabuleuses. Alors, ça n'est pas de la thérapie, enfin, ce ne sont pas des ateliers. Ça me donne beaucoup de matériel après à dérouler et beaucoup d'idées pour travailler avec ces jeunes que je découvre autrement, quoi. Et qu'on soit musicothérapeute ou pas musicothérapeute, parce que donc il y a des éducateurs spécialisés, comme c'est le cas pour Alexandra, hein, qui viennent. Et on est tous assez étonnés à un moment donné de voir comment ces jeunes réagissent, malgré leurs difficultés, à l'approche d'instruments, notamment des instruments comme le violon. Ouais. Alors, il y a très peu de violons en institution. On n'a pas les moyens, enfin, voilà, d'acheter ça. Mais à la Philharmonie, il y a des moyens extraordinaires. Il y a des instruments tous plus beaux les uns que les autres. Il y a des gongs, enfin voilà, il y a des bols, il y a des flûtes et tout ça. Et donc, le violon, les violoncelles, alors déjà, je trouve ça fabuleux parce que on n'oserait pas, chez des personnes qui ont des troubles de l'attention ou du développement, mettre un violon entre les mains ou un violoncelle parce qu'on se dit, oh là là, ils vont casser Voilà, l'instrument. c'est fragile. Voilà, mais alors pas du tout, pas du tout. Et puis, il y a une joie sur leur visage, et puis prendre un archet, et puis vraiment se frotter autour des cordes, enfin tout ce que ça peut réveiller au niveau de l'intérêt, de la sensorialité. Et là, vraiment, on est sur un versant d'inclusion, de culture pour tous, et c'est vraiment très intéressant. D'accord. Bon, on remercie beaucoup Alexandra Oui, pour merci. sa contribution et pour sa question. Pour reprendre donc, sur la définition que tu as donnée au début, est-ce que tu considères que la musicothérapie peut se rapprocher d'un autre type de médecine? Par exemple, je pensais à l'hypnose ou ce genre de médecine, on va dire, douce. L'hypnose comme la musicothérapie viennent chercher une réalité oubliée de la personne. Donc c'est ça peut-être le point commun, hein. C'est en ça que le non-verbal est intéressant. C'est-à-dire une fois qu'on a fini de parler, la musique, elle touche les sons, touche le corps, touche une autre réalité du psychisme. Qui nous viendrait pas à l'idée d'explorer de prime abord. Voilà. Je pense aussi à la sophrologie, par exemple. Pendant une séance de sophrologie, on peut être amené à écouter de la musique aussi, oui. pour favoriser cet état de détente. Oui, mais dans le cas de la sophrologie, alors à distinguer de la sophrothérapie, parce que attention, voilà, hein, à ce qui est thérapie et à ce qui ne l'est pas. Oui. Voilà. Ça n'enlève rien l'efficacité de la sophrologie. Je salue toutes mes amies sophrologues que j'aime énormément. Mais la musique est alors utilisée comme un moyen, enfin comme comment dire, oui, comme ça n'est pas le vecteur principal du travail, voilà, de la sophrologie, mais voilà, ça peut être un étayage sur autre chose. Alors que en musicothérapie, le cœur du sujet, c'est les sons, c'est la vibration, c'est la musique, hein. C'est ça qui est facteur de transformation chez la personne. Je te pose cette question parce que je me dis que ça peut amener à préciser ce qu'est ton métier et ce que tu fais au quotidien. Donc tu parlais d'Alexandra qui est éducatrice spécialisée. Est-ce que tu es amenée à travailler en lien avec d'autres professions? Ah oui, bien sûr. Alors, dans les endroits où j'interviens, je travaille surtout avec les équipes psy, enfin dites psy, donc médecins psychiatres, psychologues et psychanalystes. Voilà, on travaille sur des objectifs communs justement liés à la thérapie. Mais bien sûr, on travaille en étroite collaboration avec toutes les personnes qui accompagnent les enfants, les jeunes, enfin aussi tous ces adultes dans la maison d'accueil spécialisée, pour qu'on soit cohérent avec ce qu'on appelle le projet d'accueil individualisé de la personne. Voilà. Donc le projet d'accueil individualisé, c'est un formulaire qu'on remplit pour chaque personne accueillie dans les établissements, sur lequel
tout professionnel confondu, on se met d'accord sur les axes de travail pour la personne. Après, on va y travailler forcément de façon différente, hein. Mais l'important, c'est qu'il y ait quand même une cohérence. Voilà, on ne peut pas travailler sur tout. Et si chacun travaille dans son coin sur des objectifs, à ce moment-là, alors ça peut être antinomique avec avec ce que les autres décident de travailler. Donc c'est pour ça qu'on se réunit dans des réunions dites de synthèse pour convenir ensemble, toute équipe confondue. Donc ça peut être aide médico-psychologique, éducateur spécialisé, assistante sociale, infirmière, voilà. Donc ta pratique s'inscrit dans un travail d'équipe et dans un projet plus global finalement. Oui, dans un projet, dans une équipe pluridisciplinaire. J'ai oublié aussi les psychomotriciennes, voilà. Et puis dans certains établissements, des ergothérapeutes. Quelle est la chose dans ton métier dont tu es le plus fier ? Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta pratique et de ton exercice de la musicothérapie ? C'est dur de choisir. Ah là là, qu'est-ce qui me rend le plus fier ? Ou est-ce que tu as un souvenir particulier, une réussite ou un moment qui te vient à l'esprit ? Alors, pas pour le moment, mais ça va peut-être venir après. Ma réussite, c'est que c'est vraiment dans le tissage de ce lien qui demande une certaine forme d'humilité, je trouve, et qui ne demande rien, qui n'attend rien en retour. Justement parce qu'on est musicothérapeute ou parce qu'on est un professionnel, on pourrait tout de suite se focaliser sur des résultats à atteindre en disant là je vais faire une séance, s'il ne me fait pas les 3 cloches comme j'ai demandé de faire, alors ça ne va pas aller, etc. Mais moi, je suis très sensible à la qualité du lien qui se tisse. Alors si, j'ai quelque chose qui me revient. Quand je travaille plus du tout en maison de retraite avec les personnes Alzheimer, mais quand j'y travaillais, il y avait une personne qui était vraiment, qui donnait beaucoup de fil à retordre à tout le monde, qui était dans un état très avancé de la maladie, qui avait perdu son mari, qui s'appelait, on va dire, qui s'appelait Raymond, on va dire. Et tous les jours, elle demandait Raymond, et parce qu'elle oubliait, et puis peut-être aussi parce qu'elle n'avait pas envie de se rappeler qu'il avait disparu. Donc toute la journée, elle disait Raymond, j'ai faim. Donc évidemment, c'est très difficile d'accueillir ça toute la journée parce que c'était ça, voilà. Et j'avais pris le parti tous les matins de m'asseoir à côté d'elle, d'essayer de parler avec elle. Elle disait, il est où Raymond ? Alors je savais qu'une fois une personne lui avait répondu qu'il était mort et elle était passée à l'acte, elle avait retourné une... voilà, sur cette personne parce que ça lui avait été trop violent. Donc voilà, moi je lui disais, mais à votre avis, il est où Raymond ? Elle me disait, il doit être à la... Donc on avait réussi à tisser un lien comme ça. Et puis un jour, il y avait... donc elle était dans ce qu'on appelle une unité protégée, et un jour, je n'avais pas pu faire mon atelier parce qu'il y avait une après-midi dédiée. Voilà. Et tout le monde mange sa crêpe, etc. Jusqu'au moment où elle se lève, elle va voir une soignante et elle dit à la soignante en se tournant vers moi, est-ce que vous pouvez lui amener une crêpe s'il vous plaît, parce qu'elle n'en a pas eu. Alors ça, c'est juste incroyable. Enfin, il faut se rendre compte de la réalité de ces personnes qui sont touchées par cette maladie. Elle était vraiment très, très, très touchée, cette femme. Et de cette prise en compte-là, sur l'instant, c'était juste magnifique et ça m'a énormément touchée. Je lui ai dit d'ailleurs. Oui. Voilà. Ouais, ça doit... Mais ça doit être difficile quand même à vivre pour toi. Parfois, tu te sens pas un peu... pas oppressée, mais... Ouais, tu sens pas tout ce poids sur tes épaules ? Alors, quand j'ai commencé, oui, je réponds. Quand j'ai commencé la musicothérapie, pour me faire une expérience, je travaillais du lundi au vendredi toute la journée dans 5 institutions différentes. Wow. Donc, j'avais le même emploi du temps toute la journée, mais je travaillais dans 5 institutions différentes. Au bout d'un moment, j'ai éprouvé une certaine forme de fatigue. Et c'est pour ça que depuis lors, j'ai rééquilibré mon emploi du temps avec la formation, avec le libéral. Je garde quelques institutions. Enfin, ça m'a vraiment amené
à m'alléger, enfin à reconsidérer en fait l'emploi du temps parce que effectivement, sinon c'est très difficile. Et puis j'en profite pour souligner dans notre profession, comme beaucoup de professions de thérapeutes, de l'importance d'être supervisé, de la supervision. Voilà. Moi actuellement, là, après 3 ans de pause, j'ai réintégré un groupe de supervision et ça m'est très précieux parce que voilà, on peut vraiment déposer ses problématiques, amener les questions, les partager une fois par mois, c'est vraiment crucial. Hein. Oui, parce que toi, tu as une vie aussi de famille à côté. Il faut arriver à faire la part des choses, à laisser, à laisser le travail dans le lieu professionnel. Et j'imagine que ça ne doit pas toujours être évident de faire la coupure entre les deux. Non, c'est pas forcément évident. Enfin, ça l'est de plus en plus avec les années. Et puis, je pense qu'il faut toujours... Enfin, moi, je garde toujours ça en tête. C'est qu'à partir du moment où je me pose des questions, où je me sens un peu coincée, en ne sachant pas trop quoi faire, c'est que ça vient faire écho à des parties de moi ou à des problématiques intérieures personnelles et que ça vient faire un écho tellement fort que... en effet, je me retrouve coincée. Et c'est pour ça qu'il faut aller en supervision, parce qu'on ne peut pas décanter ça tout seul, il faut se faire aider. Et puis après, on est riche de ça aussi, quoi. On est riche de ça parce que il faut garder cette capacité, et c'est là tout le côté passionnant de notre métier, c'est être amené à se revisiter soi-même aussi à travers les accompagnements qu'on fait, quoi. Céline, tu as décidé de nous faire écouter un second morceau. Ah oui, j'ai hâte. Qui s'appelle, alors j'espère que je prononce bien, Huirapi Passa. Oui, c'est très bien, très très bien. De Agustín Peralta et Pedro González. On l'écoute tout de suite. Vous êtes toujours dans Bémol sur IRM.radio. Céline, oui. Ce choix un petit peu original. Oui, il se voulait comme tel en tout cas. Raconte-nous pourquoi tu as choisi ce morceau.
Pour rompre un peu les idées reçues selon lesquelles en musicothérapie, on passe des très jolies musiques et qu'il faut que ça fasse du bien, faut vraiment que ça fasse du bien, que ça détende, que ce soit chouette. Alors que c'est pas toujours le cas. Souvent quand je passe cette musique. Alors, cette musique, elle vient du Paraguay, c'est un chant d'Indien donc un chant dédié aux oiseaux, et donc on entend un tambour derrière. Donc c'est vraiment un chant des ancêtres hein, qui est voilà, censé faire communion avec la nature, donc là avec un oiseau en l'occurrence. Et toute la question, enfin moi quand je pose la question, c'est à votre avis, est-ce que ça c'est de la musique? Alors bien souvent les camps sont divisés en disant ah non mais ça peut pas être de la musique. Bon, et pourtant avant que la musique soit nommée comme telle, qu'on pense, qu'on la mentalise, la musique, elle vient de là. Voilà. Ouais. Là, on est au fondement même de la musique, telle que l'a pensé nos ancêtres. Et nos ancêtres avaient vraiment ce besoin vital de communier avec leur environnement en dansant et en chantant. Hein. Et... Et c'est important de se relier à cette source parce que fondamentalement aujourd'hui, je pense que l'homme a besoin de se relier à ça, à cette essence, à cette source des sons. Hein. Ça devient même crucial, je dois dire. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais envie de partager cette écoute. Et quand j'écoute, par exemple, ça me fait penser un petit peu à un chant spirituel. Oui, c'est un chant qui appelle quelque chose. Est-ce qu'on peut, dans l'absolu, communiquer avec un oiseau? C'est comme les chants de la pluie, quand on invoque quelque chose. Alors, on invoque quelque chose qu'on ne voit pas, on invoque des forces invisibles, on invoque un dieu, je ne sais pas. Donc, toute la spiritualité aussi vient de là, de cette façon de communier avec toutes ces forces qui nous dépassent. Et en tout cas, la musique, le rituel, la danse servait à ça au départ. Voilà. T'as appris d'une certaine spiritualité? Oui, parce que j'ai suivi un enseignement sur le bouddhisme tibétain et ça m'a vraiment, ça a vraiment changé ma façon de considérer ma souffrance, la souffrance des autres, de considérer l'accompagnement aussi qui pouvait en être fait. Ouais, ça a vraiment été un point crucial pour moi. Dans ta vie personnelle, donc je disais que tu avais une vie de famille, tu as des enfants. Oui, tout à fait. On les salue. Oui, Thomas, Marion. Est-ce que tu utilises la musicothérapie avec eux? Est-ce que tu leur en parles? Comment ça se passe chez toi? Alors, mon fils est déjà venu, et ma fille aussi, sur mon lieu de travail. Donc, ils savent que je travaille avec des instruments de musique. Ils ont compris que c'était pour accompagner des enfants qui étaient en difficulté. Ils sont petits? Oui, ils sont petits, ils ont 4 ans et 6 ans. Ah bon. oui. D'un point de vue déontologique, quand on est thérapeute, on n'est pas le thérapeute de sa propre famille. Hein. Si aujourd'hui, moi, je peux choisir certains types d'accompagnement pour mes enfants, je fais appel à des personnes extérieures. Je reste une mère avant tout. Quand mes enfants vont pas bien, moi, je suis comme tout le monde, hein, ça me prend par les tripes. Voilà. Donc non, je ne fais pas de musicothérapie auprès de mes enfants. Mais par contre, comme tout parent, j'ai envie de dire, j'ai à cœur de partager des choses, des aspects de ma vie qui sont fondamentaux. Je leur apprends pas la musique parce que j'ai pas envie de les contraindre à cet apprentissage. Par contre, je leur fais découvrir beaucoup d'instruments que j'ai chez moi, des tambours, des sanzas. Des sanzas, c'est des petits instruments avec des lames, comme ça, avec des sons tout doux, mais qu'ils aient vraiment un étayage très, très, très riche sur les sons, justement, sur les sons. Oui, qu'ils puissent comprendre et connaître le milieu des sons. Oui, tout à fait. Si quelqu'un nous écoute et se dit que finalement il a peut-être une vocation pour la musicothérapie, quelles sont à ton avis les qualités qu'il faut pour pouvoir exercer ce métier?
Alors d'abord, le point crucial, c'est qu'il faut avoir travaillé sur soi. Pour moi, quand on veut être thérapeute, il faut s'engager dans un processus thérapeutique. Parce qu'à un moment donné, il peut nous arriver... on dit toujours que les personnes qu'on accompagne sont là pour nous faire travailler. Donc, je l'ai vécu aussi en tant que patiente. On ne tombe pas sur un thérapeute par hasard. Donc, il y a toujours une rencontre de failles, de choses comme ça, de vécu. Et si on n'a pas travaillé sur soi, ça nous explose à la figure. Il faut être aussi un bon musicien, c'est important d'avoir un vécu par rapport à la musique, d'avoir su s'épanouir et de continuer. Je le dis parce que moi, là, j'ai eu un réflexe l'année dernière de me dire mais je fais plus de musique, j'ai besoin d'en faire pour moi parce que sinon, la tendance qu'on a, c'est à faire de la musique dans les ateliers, alors que c'est pas le but. On n'est pas là pour être musicien dans les ateliers, quoi. Donc ça prive d'une certaine forme d'écoute. Donc continuer, donc je résume, premièrement, un parcours thérapeutique. Deuxièmement, continuer à s'épanouir en tant que musicien me semble 2 points fondamentaux. Et puis d'avoir une certaine capacité d'écoute aussi. Voilà. Oui, ce qui fait le propre du thérapeute quand même. Exactement. C'est important. On rappelle ton site internet peut-être Ah oui, alors www.musicausantes.fr. Voilà, donc on peut suivre tes actualités. Qu'est-ce qui est prévu pour toi là, ces prochains temps ? Alors, Musicausantes est devenue récemment une association qui, j'espère, va m'aider à trouver des endroits où exercer, parce que c'est pas évident avec la musique, le voisinage, etc. Et j'espère développer mes activités autour de 2 axes. Le premier, c'est de proposer des groupes de supervision de musicothérapeutes, parce que je reçois énormément de demandes dans ce domaine. Et la deuxième chose, c'est proposer des groupes de méditation et de relaxation sonore. Voilà. Super, un beau programme. Mais on te souhaite vraiment de concrétiser ces vœux. Merci beaucoup. Et on va finir l'émission comme d'habitude en te laissant compléter cette phrase. Ah oui. La musique, pour moi, c'est... La musique, pour moi, c'est la vie, c'est l'élan de vie qui coule en chacun de nous tous. C'est beau. Voilà. On va finir sur ces belles paroles. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Beaucoup Céline d'avoir répondu positivement à l'invitation. Avec plaisir. J'espère que tu pourras revenir parce que j'ai encore plein de questions à te poser. D'accord. Je pense qu'on se pose encore plein de questions sur ton métier. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à 20h30 sur IRM.radio. Et en attendant, vivez passionnément.